Bonjour Francis et bienvenue. Bonjour Mireille, merci de me renouveler votre amitié. Bonjour Calvino. Bonjour. Très endimanché. J'étais en train de dire que finalement tous les Francis sont les champions. Francis Gano, Francis sûr, Eric. Bien sûr, et voilà. Les Francis sont les champions. Je pense que donnez à vos enfants les bons prénoms. Hein. Francis. Ah bon, hein? Voilà. Oh, il y a Francis Gano, il y a Francis Eric. Tu vois que ce n'est que les champions. Okay. Hi Kathy. Hello. How are you? I'm okay. Nice to see you. Nice to see you as well, Francis. Yeah. Voilà, nous lançons les hostilités. Francis, quand on parle de rivalité, c'est d'abord quoi? Rivalité dans le lieu de travail, pour commencer, parce que sur le thème du jour, comment transformer les rivalités, il faut d'abord qu'il y ait rivalité pour que ces rivalités soient transformées. Il rajuste le temps pour lui de rajuster. Effectivement. Alors, lorsqu'on parle de rivalité, ce sont des situations déplaisantes en entreprise qui consistent à entretenir très souvent des conflits ouverts entre collaborateurs. C'est-à-dire que vous avez un collaborateur A qui ne s'entend pas avec un collaborateur B, parfois pour des raisons professionnelles ou des raisons non professionnelles. Et cette situation va fortement impacter leurs relations professionnelles, au point où vous aurez l'impression qu'ils sont des rivaux, parce qu'ils vont chercher tout le temps à combattre l'un l'autre. Ils vont souvent saper le moral de tous ceux qui ont de la sympathie pour l'un. Ils vont mettre de côté ceux qui ont de la sympathie pour l'autre. Et là, on a vraiment des clans qui vont se former. Et dans cet état de choses, quand on voit ça, on parle de rivalité. Et malheureusement, la rivalité a tendance à être essentiellement négative. Parce qu'on exacerbe un conflit au point de radicaliser les partis et de radicaliser les rapports entre collègues. Now, Francis, my question is, I know that, or you can bear with me that there is danger in all workplace relationship, not just where maybe conflict or competition is being pronounced, but also the ones where you're happily collaborating with colleagues, or there is a synergy among colleagues. Now, my question is, now, when are we supposed to collaborate and when are we supposed to compete? First of all, when you work within a team, you are supposed to collaborate with the other co-workers. Okay. Because you have the same goal, which is helping or contributing to the team's performance. That said, all the effort that we make as team members is to achieve a goal. Now, when people start to compete or to become rivals, it becomes dangerous because people tend to forget the big picture. They tend to forget the goal that they have to work towards. Okay. So they start now fighting for personal interests. Each person wants to give the impression they are the best. They're the best. They want to give the impression that they work better than others. But when they start doing that, they undermine the team and they get to destroy the team. The team doesn't need rivalry. The team doesn't need competition within itself. The team needs collaboration. That is working at your own level. Everybody works at their level to achieve a global goal for the team. Now, the manager sometimes might be responsible for this unhealthy competition that we call rivalry. When the manager begins to show preference for some people within the team, it's very dangerous. When a manager decides to every time to favor or to congratulate some members of the team and doesn't do the same upon others, then this brings unhealthy competition, which turns out to become rivalry and open conflict. Okay. So the manager is highly responsible for any rivalry, for any competition that
comes up within a team context. Okay. So it's important for the manager to make sure that he is fair and that he encourages everybody equally and that he provides for the high performers just as much as he provides for the low performers. Because sometimes a low performer is simply somebody who does not have the same skills as the high performer. But encourage him where he is. If his performance has been 2-3, 2-3, encourage him to go to 4. Don't compare him to the 10 that the high performer has been scoring. So sometimes we create this friction because we want all our collaborators, to score as high as the high performers. So it's important to understand that not everybody has the same skills. Not everybody has the same determination. And that's why we are part of a team, because in a team we are complementary. So it's important. So the management style is important. It may create a healthy or unhealthy competition among co-workers. Okay. Now, what if, the manager's style only creates, what's the word, the last word you just said? Unhealthy? Unhealthy competition. Yes. Now, what are they supposed to do? Well, if a manager has realized that his management style does not breed healthy relationships, he has to, first of all, cushion himself. Then next, he might organize a free meeting where people are allowed to speak and to air their views and to air their frustrations. And then he takes note of that and then tries now to amend what is amendable. For instance, X has a team and he seems to have a preference for 2 or 3 people. Maybe because he believes they are more intelligent, maybe he believes that they are more committed, maybe he believes that they are the backbone of the team. Now, by openly showing this preference, it's going to frustrate the other workers who might now break away from the team and become a silo. And this silo might start creating problems to those high performers because those high performers become now, they will be singled out as the manager's people. And so this kind of a healthy environment is very toxic. So when the manager realizes that he or she is the fault, she has to amend her behavior by stopping all the behaviors that have encouraged the breed of this unhealthy environment. Okay. If it's favoritism, if he has a preference, sometimes a manager might have preference for younger collaborators. Sometimes they may have a bias towards female collaborators. So depending on the type of bias, depending on the type of behavior that they have put up, they need to amend. And as they start amending, they will notice that the environment will become healthier and competition would die out to give way to collaboration. Okay. Now, except you want to ask a question. Je voudrais poser une question à M. Francis. Si, il y a rivalité dans une entreprise, j'ai une question à 2 volets, parce que c'est l'une des questions à 2 volets. Déjà, est-ce que la rivalité, première question, est-ce que la rivalité entre collègues est normale? De 2, si la rivalité entre 2 collègues existe, et que ça arrive à un stade où l'autre collègue vient au travail, il voit son collègue, il ne lui dit pas bonjour, il passe. Donc ça arrive à un stade où vraiment quand il se traverse, qu'est-ce que l'autre collègue, qu'est-ce que celui-là doit faire, celui qu'on ne salue pas? Comment est-ce qu'il doit se comporter? D'accord, Calvin, la première chose à dire, c'est que la rivalité entre collègues est nocive, elle est toxique. Et vraiment. Et elle peut aboutir à des guerres sourdes. Voilà. Et des guerres qui peuvent pourrir toute une entreprise. Exactement.
Parce que lorsque la rivalité s'étale au grand jour, vous avez des camps qui vont se former. Et vous avez le jeu des alliances. C'est-à-dire que, alors, comme moi, je suis favorable à X, je me range derrière X. Et tous ceux qui vont se ranger derrière X seront mes amis. Et à l'inverse, ceux qui vont se ranger derrière Y deviennent automatiquement mes rivaux. Exact. Vous voyez? Et donc là, vous avez des camps qui vont se former. Et quand des camps se forment, ça devient très dangereux pour la santé mentale, pour la santé mentale des collaborateurs et pour les performances de l'entreprise. En d'autres termes, on arrive rapidement à des contre-performances qui sont dues à des guerres intestines. Vous voyez, par exemple, vous avez deux clans qui vont s'affronter. On ne présente pas tous les dossiers lors des réunions. On ne fait pas des mails à certains collaborateurs à temps. Vous imaginez, vous avez par exemple... piéger, quoi. Voilà. On se piège et on essaie de faire mal aux collègues. Mais en fait, on oublie qu'on est en train de faire mal à l'entreprise. Exactement. Donc, la rivalité va aveugler les clans et à un moment donné, ce seront des guerres de personnes. Voilà. Et lorsque l'entreprise n'arrive pas à faire son chiffre, ce n'est pas les collaborateurs qui vont seulement souffrir. C'est toute l'entreprise qui va en souffrir. Or, on est parti par voie de deux personnes qui n'arrivaient pas à s'entendre, qui sont devenues des rivaux. Et puis, il y a eu des alliances de part et d'autre. Et l'entreprise s'est fracturée. Vous avez à gauche tel avec ses alliés, à droite tel avec ses alliés. Et parfois, on vous donne des noms. On vous donne des noms. C'est tel camp, c'est les camps de talibans. Tel camp, c'est les camps de ci, les camps de ça. Et donc, vous assistez à une guerre de tranchées entre deux clans qui s'affrontent et qui font tout pour faire tomber l'un ou l'autre. Wow. Ok. Mais déjà, je voulais savoir, c'est d'abord comme la rivalité l'a proprement dit. Est-ce que c'est le fait de vouloir que le boss voit que c'est moi qui ça va mieux et vice-versa? Est-ce que c'est ça, cette rivalité en entreprise? Alors là, le style managérial, d'un cadre peut favoriser l'instauration de la rivalité. Prenons l'exemple très simple. Vous avez des managers qui ont tendance à préférer des personnes intelligentes. Ils font plus confiance à des personnes dites intelligentes. Ou alors, ils ont la préférence pour des personnes plus jeunes. Parce qu'ils disent que les jeunes ont beaucoup de ressources et que les jeunes sont plus engagés. Il y en a qui ont la préférence pour des gens qui ont la même tranche d'âge qu'eux. Vous voyez? Pour le plus belle. Ou alors, ils ont la préférence pour des personnes sorties d'une école bien précise. Vous avez par exemple, dans ces entreprises, vous avez tout un réseau de diplômés de X écoles. Et ces diplômés-là auront tendance à ne faire confiance qu'à des gens qui ont fait la même école qu'eux. Voilà. Et voilà comment vous créez une rivalité sourde entre peut-être ceux qui ont fait telle école et ceux qui ont fait les autres écoles. Parce qu'on estime que ceux qui ont fait l'école X sont apparemment plus intelligents, apparemment plus inspirés que les autres. Voilà comment une rivalité aussi légère peut aboutir à une guerre au sein de l'entreprise. Donc, le style managérial est important. Le manager doit se rassurer de ce qu'il pratique l'équité. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir une préférence ouverte pour certains collaborateurs. C'est la même chose en famille. Vous imaginez des parents qui ont de la préférence, qui ont par exemple 6 enfants et qui ont de la préférence pour certains enfants. Vous pensez que les enfants pour qui on n'a pas de préférence vont s'exprimer comment? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont se retourner contre ceux pour qui on a une préférence ouverte. Et maintenant, vont essayer de se faire remarquer. Et vont peut-être essayer de faire mal à ceux pour qui les parents ont la préférence. Pour réveiller un peu les parents et leur dire, nous aussi, nous sommes aussi vos enfants. Et donc, prenez aussi soin de nous. Donc, c'est un peu ça. Parce que lorsque un manager commence à afficher de la préférence, vous voyez, ça devient très pernicieux parce que, qu'il le veuille ou pas, il ne sera plus équitable. Voilà. Il ne sera plus fair play. Parce qu'il aura tendance à donner un peu plus aux uns, donner moins aux autres.
il aura tendance à sanctionner rapidement les uns et à être très compréhensif sur les erreurs des autres. Même quand ces erreurs-là peuvent radicalement changer le destin de l'entreprise. Vous allez voir, à X, on donne facilement une demande d'explication parce qu'il est arrivé en retard. À l'autre, on donne des conseils. 2 poids, 2 mesures. Écoute, ne sois plus en retard parce que ça peut pénaliser l'entreprise. Mais à l'autre, on n'a pas négocié. À l'autre, on seulement fait une demande d'explication et parfois avec déjà une sanction qui attend derrière. Vous savez, il y a une demande d'explication qui arrive lundi à 10h et lundi à 17h, il y a déjà la sanction qui va suivre. Ça veut dire que vous avez été condamné déjà avant même que le procès n'ait commencé. Ok. Donc, la rivalité est un très mauvais présage. Il faut casser toutes les rivalités possibles en entreprise afin que les collaborateurs, même s'ils ne s'aiment pas, comme dit Francine Gandou, mon homonyme, Voilà. on n'a pas besoin de vous aimer, mais on a besoin de vous respecter. Voilà. Mais dans un cas de figure... Vas-y, Cathy. No, if you want to ask, because I want to ask based on this explanation. Vas-y. Now, right, from what you just said, what about a manager working in a company where one, he has, like we said, a manager, and after a manager, I think there are other positions that comes after him, right? Yes, supervisors. Yes. So, okay, let me use the word a supervisor. Okay. And a supervisor is supposed to report to the manager, and maybe from the manager gets to maybe the higher boss and the rest. Yes. Now, what about somebody that you are a manager in a certain company, right? Yes. But your own supervisor does not report directly to you, like the administration is actually using him like a competitor, putting him in a position where he has to compete, like giving you the impression that he's competing with you. Now, if you find yourself in such a situation that you are even unable to give instruction to your own, maybe N-1. Yes, you're unable to give us orders, or he doesn't even take orders from you, but rather take it like it's trust. On the trespassing, he actually passed over you to, report cases to the other person, and you're seeing yourself in competition. It's like there is something happening. Now, how are you as a manager, how are you supposed to deal with such a rival? First of all, when such things happen, it simply means that the environment is not healthy. Okay. Because whoever is manager deserves to be respected. Okay. First of all, there's no way in a context in a corporate context that a subordinate can even dream of not being accountable to his superior. It's not something to consider. So wherever it happens, it's very bad. And it means it's a toxic managerial style. It's a toxic environment. So the best thing to do is why not then appoint that supervisor as manager? Why maintain him under somebody, and without this person being responsible, without this person being accountable, without this person being able to make decisions? Because if somebody is your subordinate, it means you are accountable. It means you can make decisions. But if there's somebody under you, but you can't make decisions about the person's future, about the person's performance, then there's a problem. So, first of all, let's be frank. This kind of environment is not good environment. Yes, it's toxic. It's very toxic environment. So, if there are companies out there where this is going on, just know that it's not good, and you're not doing any good to your company. You're killing your company, and sooner or later you'll just realize it. There must be power must be allocated to a manager to be able to decide. Let him decide and be accountable of his decision and bear the consequences. That's what we mean by accountability in the corporate setting. Now, let every person who is under a manager be accountable to this manager. Every single day. You should be accountable because he has the power to decide. Yeah. And he has been entrusted with that position to ensure that things move smoothly. Now, if he's there and doesn't have the power to decide, then he's not supposed to be the manager.
Okay. Then he's just occupying an empty space, though. Yes, he's just a puppet. And wherever that happens, performance cannot be met. Okay. Yes. Thank you. Mireille? Voilà, moi je voulais juste, on va continuer l'émission puisqu'on parle justement de comment transformer les rivalités entre collègues en collaboration fructueuse. Merci déjà Francis pour toutes les explications que tu essayes de donner. On ne peut pas. Le numéro, j'ai dit le numéro. Voilà. On pourra continuer. On va aller sur comment gérer justement. Quand il y a par exemple des conflits entre collègues, par exemple des conflits, comment est-ce que, c'est-à-dire, il y a souvent une certaine rivalité qu'on retrouve dans des entreprises parfois qui n'ont même pas de profil de carrière. Parce que, et puis tu te rends compte que il y a des rivalités positives, il y a une rivalité négative, on est d'accord là-dessus. Bon, maintenant, quand la rivalité arrive, ça spoil le travail de l'entreprise, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait en sorte qu'on ne peut pas avancer dans le travail. Quand on est face, par exemple, à des personnes qui refusent de changer complètement afin de rendre cela, d'être au-dessus de leurs émotions, de leur ego. Comment est-ce qu'on va gérer à ce moment-là? Comment faire pour pouvoir amener ces personnes-là à changer à changer de position, à changer de réflexion pour l'entreprise? Alors, toute entreprise qui se respecte a ce qu'on appelle un règlement intérieur. C'est-à-dire que vous avez une charte de comportement. Une charte de comportement. Alors, si votre entreprise n'a pas une charte de comportement, alors il est temps d'en avoir. Voilà. Il est temps d'en créer. C'est des choses, c'est des exercices qu'on fait pendant une à deux journées avec votre personnel. Et à la fin, vous avez votre charte comportementale qui vous permet d'édicter certaines règles de conduite de base. Alors, les ressources humaines en général ont la responsabilité d'implémenter la charte comportementale. C'est-à-dire que lorsque un comportement ne cadre pas avec la charte, alors les personnes sont interpellées, elles sont sensibilisées, mais si malheureusement elles continuent d'afficher un comportement qui va à l'encontre des règles, alors elles sont sanctionnées et dans certains cas, elles peuvent être virées, licenciées. Donc, il est important d'abord de se demander, est-ce que l'entreprise dispose d'une charte comportementale? Est-ce que l'entreprise a sensibilisé les collaborateurs sur les comportements à éviter, les comportements à proscrire et les comportements à encourager? Parce que il peut être difficile dans une entreprise de prendre des mesures radicales lorsqu'on n'a pas pris la peine en amont de sensibiliser les collaborateurs sur les comportements qu'ils devraient avoir. Si par exemple dans votre entreprise, le commérage n'est pas un vice, alors vous aurez du mal à sensibiliser ceux qui font le commérage. Si par exemple le fait de saboter le travail d'un collaborateur pour vous n'est pas un problème, alors demain quand un travail sera saboté, vous aurez du mal à sanctionner. Parce qu'il faut édicter en amont les règles. Et comme ça, lorsque tout le monde est conscient des règles, alors on peut jouer. C'est comme du sport. Quand on sait qu'on n'a pas le droit, par exemple, de toucher le ballon avec la paume de main, quand on touche, ça fait une faute. Mais s'il n'y a aucune règle, ça veut dire que l'entreprise fonctionne comme dans la jungle. Si on n'est pas inquiété, si on n'est pas interpellé parce qu'on n'a pas enfreint le règlement intérieur, alors comment voulez-vous que les rivalités ne puissent pas s'installer? Mais lorsque tout a été défini en amont, à ce moment-là, on sait sur quel pied danser, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne va pas complètement annuler les rivalités. Mais
les rivalités n'auront pas tendance à prendre le dessus de manière ouverte. Parce que, vous savez, dans les entreprises où vraiment la rivalité est ouverte. Et des camps sont vraiment... Il y a des camps qui sont connus. Et on vous dit, si votre dossier arrive dans tel bureau, alors je ne pourrai jamais y aller. Parce que ce bureau-là, en fait, le bureau d'une fraction rivale. D'accord? Alors, donc, si vous voulez que je traite votre dossier, alors votre dossier va se retrouver dans tel ou tel bureau. Je ne peux pas assister à une réunion importante lorsque je vois telle personne. Parce que nous ne nous entendons pas. Et si nous sommes dans la même salle, on pourrait se quereller et voir m'en venir aux mains. Vous voyez, voilà comment la rivalité va s'installer et va commencer à transformer la relation professionnelle. Voilà. Moi, je veux... Il n'a pas terminé. D'accord. Et donc, c'est pourquoi le rôle du manager ici est très important. Voilà. Le manager doit réguler. Le manager doit s'arranger à dire aux gens ce qu'il attend d'eux. Et le manager doit inspirer déjà par son propre comportement. Un manager qui n'instaure pas de rivalité entre les collaborateurs aura tendance à avoir de la collaboration. Mais un manager qui lui-même commence par instaurer la rivalité, vous voyez, un manager qui va installer des espions dans sa propre équipe, un manager qui va de temps en temps demander des informations à telle personne de manière secrète, de manière confidentielle, pour que l'autre n'en sache rien, alors qu'ils font le même travail, c'est très pernicieux. Donc, le comportement du manager est pour beaucoup dans les rivalités, mais il peut aussi s'élever et transformer la rivalité en collaboration saine. Now, I want to ask a question. Now, when we talk of organization, we know there are organizational enterprises or even companies. They have people coming from different backgrounds, different religions. Is it okay for rivalries to occur, like to happen in organization, and how does it affect the performance in the workplaces or workplace? Rivalry does happen, but sometimes it's because people don't know each other very well. You know, sometimes people are suspicious. Okay. Sometimes people don't trust each other. You can have this forefront rivalry, but which will not last too long, and which will not grow. But you have the other type of rivalry which grows and which escalates into war, into open conflict. Yeah. Because the manager did not take time to address the conflict. Because when a conflict occurs in a company, it must be addressed. All unaddressed conflicts will escalate into war. And so sometimes these rivalries are simply the consequences of poor managers who have failed to address. Some managers say, all I want is just my figures. I want my result. I want performance. As long as you deliver performance, I don't care about, the rest. But this is a big mistake, because the climate of the team also depends on how people work together. Yes. Friendly teams create good working environment. Unfriendly teams create toxic working environment. Okay. Ma question c'est, est-ce que, Francis, est-ce que c'est possible d'ignorer une personne toxique au travail? C'est-à-dire, genre, vraiment, tu l'ignores, c'est-à-dire, quand tu sais bien qu'il est toxique, de temps en temps, quand il vient te parler, tu l'ignores, tu ne veux même plus le contact. Est-ce que c'est possible? Deuxième question, comment gérer vraiment les conflits entre deux collègues dans un lieu de service? Ok, il faut non seulement ignorer, mais aussi dénoncer. Parce que lorsque vous ignorez et vous taisez, la personne pourrait ne pas se rendre compte de la dangerosité de son comportement. C'est pourquoi il faut également dénoncer. Et dénoncer de la manière la plus officielle qui soit. N'allez pas dénoncer dans un bar.
ou dans un restaurant le soir, quand vous mangez avec les collègues. Voilà. Pour dénoncer, parfois, il faut interpeller d'abord le collègue. Et on a vu ici l'art du feedback. Et dites-lui à peu près en quoi son comportement est nocif. Et dites-lui que s'il continue, vous serez obligé, par exemple, de faire un mail officiel à votre boss en mettant en copie des autres collaborateurs. Nous reviendrons tout à l'heure pour la dernière ligne droite de cette émission. On marque une pause histoire d'aller retrouver le citoyen lambda du côté de Yaoundé avec Thierry On sur la question de comment transformer les rivalités entre collègues en collaboration fructueuse. Allons du côté de Yaoundé. Vox Pop. Bon, je dirais que pour transformer une relation entre collègues en une relation fructueuse, il faut d'abord déjà connaître la personne avec qui vous échangez. Parce qu'il y a les gens, sur l'apparence, il a l'air, le caractère est difficile, mais quand vous essayez de côtoyer, échanger avec cette personne, vous comprenez que la personne est vraiment relaxe. Donc je dirais que avant de par exemple, confier par exemple ton petit secret à quelqu'un, il faut d'abord mûrir le fond. Donc connaître si par exemple tu touches le côté si il ne va pas peut-être se plaindre. Par exemple moi, il y a des gens quand ils me voient, ils disent que non, je suis difficile, mais à force d'échanger, on comprend que non. Chacun a son côté faible, chacun a son côté fort. Pour transformer une relation belliqueuse en une relation fructueuse, il faut d'abord qu'on se entre filles, parce que souvent c'est avec les femmes que ça se passe, des complexes d'infériorité, le genre telle est belle, telle ne l'est pas, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Amener juste les collègues à comprendre que nous sommes là pour le travail et non pour les histoires du quartier. Que nous ne sommes pas là pour chercher des hommes, parce que souvent c'est aussi ces raisons-là qui poussent d'aucuns ou d'aucune à chercher des petites noises à certains. Donc savoir faire la part des choses, ou c'est le travail, ou ça ne l'est pas. À mon avis, si j'ai un problème avec un collègue ou un ami, moi je vais vers la personne, je vais vers mon collègue, je l'appelle, je pose le problème devant lui que mon ami ou mon frère, voilà ce que tu m'as fait et ça ne me plaît pas. Ça ne vaut pas la peine que peut-être je commence à raconter aux gens sans même savoir ce qui s'est passé, ou j'attire son attention, j'essaie d'arranger à l'amiable au lieu de faire le problème. Les problèmes ne sont pas bien dans la vie. Il faut toujours être humble, il faut toujours être... Parce que tu ne peux jamais faire sans les gens. Tu vas toujours croiser les gens. Partout. Quand on parle de la famille, ce n'est pas seulement ton frère que tu croises en route. La famille, je pense que c'est tout ce que tu croises sur ton chemin. Donc il faut essayer toujours d'être posé, humble et savoir faire la paix avec les gens. Quand tu entres dans le monde du travail, il y a un objectif. C'est l'employeur qui fixe l'objectif et il choisit les gens qui sont capables de faire ce travail. Au jour d'aujourd'hui, il y a trop de fourre-tout. Les gens puisent de partout. Et ils amènent des comportements, n'importe quel comportement, et il n'y a aucun contrôle. Alors ça devient une confusion générale. On peut oser dire qu'il n'y a plus d'administration aujourd'hui, parce que les gens sont à 100% déçus. Alors, pour ramener quelqu'un à la raison, c'est de faire ce que tu dois faire. Hein? Oui, le détail là, tu ne le regardes pas. Tu fais ce que tu dois faire, et lui, s'il fait ce que lui, il ne doit pas faire, s'il a un bon sens, en espérant qu'il va changer, parce qu'on n'oblige pas quelqu'un à changer, hein? On espère, là on essaie de copier le style de la Bible, on espère que quand il va te voir faire quelque chose, hein, lui aussi peut à l'avenir changer. Mais comme les habitudes sont parfois dures comme la peau, comme le fer, bon, on fait avec, mais vraiment la question dont vous posez, c'est qu'il faut former les gens. Hein, il faut les former. Ouais. Quand vous formez les gens, vous êtes sûr d'avoir des produits qui sont rentables. Et quand vous ne les formez pas, vous aurez trop de problèmes dans l'administration. L'ignorance, hein. Parfois l'ignorance, quand quelqu'un est ignorant, vous croyez qu'il ennuie. Or, c'est un ignorant. Il ne connaît même pas ce qu'il fait. Il ne connaît pas là où il est. Hein? Il ne connaît même non plus ce qu'il est. Mais vous croyez qu'il ennuie.
Or que je sais pas, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est vide dans son général, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Hein? Alors, par des personnes, il faut être fin pour les ramener. Bon, nous autres, on a eu des patrons colons, hein, qui étaient très simples. Le patron ne parle pas en termes patron pour dire hey, pour gronder. Hein? Le patron, c'est celui qui se rabaisse le plus. Quand il a besoin d'un service, il se lève, il vient vers toi. Il te demande s'il vous plaît, monsieur tel, est-ce que vous pouvez me faire ceci? Hein? Ou bien suivez-moi dans mon bureau. Il vous parle comme un responsable. Responsabiliser les gens. Les prendre comme des gens. Hein? Les considérer comme des hommes. Hein? Voilà, et puis on laisse un peu le grand patron inutile là. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tous les grands patrons camerounais sont devenus des voleurs. Hein? Quand on dit que tu es voleur, tu ne représentes plus rien dans la société. Hein? Donc c'est parce que c'est un aisance d'orgueil qui a surpassé leur tête et puis se croit. Non. Donc si on laisse tout ça, nous pensons que ça peut être bien et ça peut changer. Je pense que tout dépend déjà des rapports hiérarchiques qu'on a avec le collègue. Tout dépend également de la connaissance qu'on a de son travail et de la législation qui régit ce travail. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que les gens sont souvent très ignorants avec les recrutements qu'on fait dans les administrations et même dans les entreprises où ce n'est pas toujours la compétence qui prime. Ça génère des jalousies parce qu'il n'y a pas équité. Cependant, si j'ai des difficultés avec un collègue, déjà je m'impose par la qualité de mon travail, ensuite par ma probité et ensuite je m'arrange à ce que la relation ne soit qu'une relation de travail. Parce que l'une des raisons pour lesquelles parfois les relations de travail se détériorent, c'est parce que les gens finissent par confondre le lieu de service à un endroit privé où ils tissent des relations privées. On assiste au harcèlement sexuel sur les femmes ou même sur les hommes aujourd'hui. On assiste au harcèlement moral. On constate également que les gens qui sont incompétents ont tendance à vouloir gravir les échelons par la délation. Forcément, tout cela rend l'ambiance délétère dans le lieu de service, dans le monde du travail. Donc je pense que la meilleure façon de rétablir, je pourrais dire, des rapports sains, c'est d'abord d'instaurer un rapport professionnel dans lequel il n'y a pas d'implication privée. Ensuite, faire valoir sa compétence, éviter la délation, éviter les relations personnelles, les relations amoureuses, sexuelles dans le lieu de service et s'arranger à ce que le travail pour lequel on est payé, on ne fasse que ce travail-là et rien d'autre. Et une fois qu'on a fini de faire ce travail, on rentre la conscience tranquille chez soi, c'est tout. Et puis de toutes les façons, ce qui est certain, c'est que d'habitude, lorsqu'on fait quelque chose de bien, on a contre soi ceux qui font la même chose, ceux qui font le contraire et ceux qui ne font quasiment rien. Donc il n'y a pas de chance que vous n'ayez pas d'ennemis. Vous aurez toujours des gens qui vont trouver quelque chose à redire. Donc ma devise, c'est bien faire et laisser brère, tout simplement. Voilà. Ah, waouh. Alors Francis, je crois que le dernier, il était il disait des choses assez pertinentes quand même qu'on retrouve dans notre entreprise, dans la société. Oui. Alors tout part de la feuille de route que j'appelais tantôt la charte comportementale. C'est un document très négligé par les entreprises. Il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est. C'est vraiment dommage, mais on ne peut pas fonctionner dans une entreprise sans avoir une charte comportementale ou une charte d'équipe. Parce que lorsque vous recrutez des personnes qui viennent travailler sur un lieu de travail, ces personnes arrivent avec des comportements, avec des visions, avec un passé et tout ça. Et donc, ont besoin de savoir ce qu'elles font là, tous les jours. Donc, quels sont les comportements que vous aimeriez que les personnes aient? Quels sont les rapports qui doivent régir les différentes sections de l'entreprise, les différentes unités de l'entreprise, afin que chacun sache exactement ce qu'on attend de lui. Ok. Sur le plan administratif, sur le plan comportemental, c'est donc ce recadrage-là qui permet de minimiser les rivalités. Voilà. Mais quand on ne sait pas ce qu'on vient chercher, ça devient un fourre-tout. On a des comportements parfois animaliers, on a des comportements les plus bizarres, et puis on vient chercher parfois ce qu'on ne devrait pas chercher. Je prends un exemple très, très banal. Ok. Ça parce qu'on a par exemple un BTS,
et que notre collègue qui a un master devait être notre chef, d'accord? Parce que on ne recrute pas le diplôme, mais on recrute une compétence. Exactement. Alors, si les choses n'ont pas été claires dès le départ, à un moment donné, on va assister à un faux jeu qui va consister à créer de la jalousie, à créer des préférences. Je n'ai pas le droit de préférer un collaborateur parce qu'il est de la même région que moi. Je n'ai pas le droit de préférer un collaborateur parce qu'il a fait la même école que moi. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pourquoi tout doit être régi par des règles rigoureusement établies. Et ça fait partie de la culture d'entreprise qui normalement devrait veiller à l'établissement des chartes d'équipe et des chartes comportementales. Voilà. Quand tout ça n'existe pas, c'est très difficile de pouvoir gérer les hommes et de pouvoir éviter ces problèmes, ces conflits qui vont saper le moral qui nous reste. Now, I think we're getting towards the end of the program, and I'm sure we're going to the solution now. My question I want to ask is, I know naturally organizations, companies, or even enterprises naturally fragment as the growth that is pulling people apart into silos and also creating maybe functional borders that can set departmental rivalry in motion. Now my question I want to ask you as a success coach, now what advice, like how can these organizations solve or permanently resolve cross-department rivalry? Okay, this happens all the time. First of all, each department need to have their mission. Okay. They must have their mission and they must have their vision, which is part of the global vision of the company. When this is cleared, then they know where they're getting to. And every department in the company is a customer to other departments. So because they definitely need information from other people, and they need to work to support other people. And so once they've understood that, then they know they are there to serve. They're there to serve, and they also need to be served. So if they serve well, they'll also be served well. But if they don't serve well, they may get into conflict with other departments. No department is autonomous in the company. No department. Whether it's finance, whether it's marketing, whether it's supply chain, they are all interdependent. Okay. So all these things need to be clarified. And that's why sometimes when we carry out team building sessions, we realize that companies had no structure at all. And the moment they start structuring things, they start having less conflicts and less rivalry. Because everybody knows what they're supposed to do. Each team knows how to work and what the expectations are and how they can support other teams. Francis, comment doit-on se comporter avec nos collègues pour maintenir justement une relation sans conflit et pour surtout la rendre fructueuse? Soyez respectueux. Vous n'êtes pas obligé d'aimer vos collègues. Ça, je le dis. Vous n'êtes pas obligé de les aimer, mais vous êtes obligé de les respecter. En personne civilisée, on se respecte. On n'a pas besoin de s'aimer. L'amour, c'est autre chose. On doit se respecter. On doit faire son travail. Ce pourquoi on a été recruté. Parce que très souvent, et c'est là où j'interpelle les managers, vous devez avoir la rigueur de pouvoir repartir les tâches entre vos collaborateurs. Évitez que les gens commencent à faire le même travail pour le même poste. Parce que pour un poste donné, vous avez sûrement identifié des compétences bien précises. Mais lorsque vous laissez quelqu'un qui est censé faire A venir faire B de temps en temps, à un moment donné, celui que vous avez recruté pour faire le travail B ne sera plus capable de danser. Voilà. Et là, ça commence à réveiller des choses. Donc, il est important que le manager déjà sache à quoi servent ses collaborateurs. Quel rôle chaque collaborateur doit jouer et leur donner les moyens de pouvoir travailler normalement. Voilà. Et éviter que certains collaborateurs qui croient être inspirés puissent interférer
dans le travail d'autres collaborateurs. Il n'est pas bon que celui qui est par exemple aux finances vienne évaluer le travail de celui qui est au marketing. Quand ça commence à se passer ainsi, vous prêtez le flanc pour que celui qui est au marketing commence à vous dire à un moment donné, boss, si lui peut me remplacer, alors autant qu'il prenne ma place. Aussi Vous voyez, simple que ça. aussi simple que cela. Donc, les collaborateurs doivent savoir ce qui est pédancé, ils doivent savoir ce pourquoi ils ont été recrutés, mais le manager doit aussi être là pour rappeler aux uns et aux autres les missions qui leur sont assignées, évaluées et accompagnées. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. C'est vrai que j'avais encore des questions, mais de toutes les fins. Non, mais le temps est. We have just 1 minute. Le temps est déjà pas. Le temps est. Can I just ask my last question? Afin, tu aimes le désordre, hein, Cathy. Tu dis que quoi? Que tu veux encore une question? Ne dérange pas les gens. On arrive au terme. Mais parfois on dépasse jusqu'à Restons professionnels. Voilà. Le réalisateur dit que c'est fini. 11h54 minutes. Voilà. Il faut éviter les conflits. Mais on peut collaborer. Il faut éviter les conflits, justement. Restons. Voilà. Merci beaucoup, Francis. On retrouve Francis. Merci, tonton Calvino, Catherine aussi. Et puis, mercredi prochain, on se retrouve encore ensemble avec un sujet très intéressant pour notre bien fondé, pour notre bien-être d'ailleurs, pour nous permettre de pouvoir être plus efficaces dans notre travail et surtout enlever ce qui n'est pas bon de nous. C'est le plus important. Merci. Retrouvons Francis sur Facebook, Francis Héret, et puis francishéret.com pour avoir tout ce qui concerne sa littérature, ses sorties, ses livres, etc. Pour vous procurer ces livres, francishéret.com, et vous aurez tout ce que vous voulez. Et vous avez besoin de lui pour des conseils, pour un coaching en entreprise, c'est son travail, appelez-le tout simplement. Quant à nous, nous nous retrouvons demain jeudi avec le révérend Messina Simon. Dieu vous bénisse. À demain. Amen. Ciao.